Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée et le second épisode de ce fabuleux salon tactique. On espère que vous êtes de bonne humeur. On suppose qu'en tant que Français, c'est le cas. Et je suis à nouveau accompagné des personnes avec qui on a fait cette belle première hier, à savoir Monsieur Dan Pérez et Monsieur Raphaël Cosmidis. Dan, comment vas-tu? Salut Zach, bah, ça va très bien. Journée riche de Coupe du Monde, donc beaucoup de choses à dire. Mais ça va super. Journée riche en émotions du début à la fin. On va en discuter. Vous le voyez sur la jolie rivière sur le côté. Et ça va me permettre également de pouvoir introduire Monsieur Raphaël Cosmidis. Comment vas-tu, Raphaël? Salut Zach, ça va très bien. J'ai failli mettre une belle chemise blanche décolletée aujourd'hui, mais je me suis dit que c'était trop. On est encore qu'à la deuxième, tu vois, mais je vais rester un peu sérieux. Mais non, je suis très bonne humeur. C'était, comme l'a dit Dan, une journée de foot avec beaucoup d'histoires à raconter et à expliquer. T'es Et t'aurais resté pas un tenu petit la peu sobre, comparaison ouais. avec Hervé Renard. Ouais, non, j'aurais pas tenu, surtout sur le plan capillaire. Je pense qu'il y a déjà un écart immense, alors qu'il a quand même deux fois mon âge. Mais bon, j'espère, hein, c'est quand même un modèle humain. Hervé Renard, on l'admire tous. Mais je crois que capillairement parlant, il me balaye aussi bien fort. Donc, Tu Allez, sais, on prend tous la même éludons ce route, on prend sujet. tous la même route, Zach. Il y a juste à savoir à quelle vitesse on va y arriver, tu vois. Mais on a tous la même destination. ah, ça, le fait que tu reconnaisses ceci, ça me fait plaisir à entendre. Eh ben, on va pouvoir commencer gentiment, donc fin de cette journée de Coupe du Monde avec l'entrée en lice de notre grande équipe de France. Un match qui est forcément émotionnellement chargé, un petit peu pour nous, donc nécessairement, on va essayer d'avoir la tête froide et de l'analyser et de vous le débriefer tactiquement comme il se doit, d'accord, tout en essayant d'être objectif et en disant tout ce qu'on a aimé et tout ce qu'on n'a pas aimé. Ça reste quand même malgré tout une victoire 4-1, une victoire enthousiasmante, mais il faut faire attention. Les doutes ne doivent pas faire place à ce qu'on va appeler peut-être la branlette intellectuelle ou une sorte de surchauffe générale. Pour commencer gentiment, avant de peut-être entrer un petit peu plus dans les détails, nécessairement, et même dans le chat, n'hésitez pas, vous en avez pensé de quoi à chaud, là, comme ça, directement à la fin, de cette entrée en liste de l'équipe de France? Disons que après ce qui s'est passé ce matin, Argentine-Arabie Saoudite, tu te dis avant le match, bon, il faut que ça passe, même si souvent le premier match, c'est pas forcément ce qui va dicter le reste de ta compétition sur le plan du contenu. Ouais, Ensuite, quand je regarde, voilà, quand l'arbitre siffle la fin du match, je me dis globalement, l'équipe de France a été nettement supérieure à son adversaire. Une large victoire dans le contenu, une large supériorité aussi. Et après, ce qui est intéressant, et je pense qu'il va poser un peu des casse-têtes à Deschamps, c'est qu'il y a quand même des interrogations sur certaines choses, et notamment sur l'animation défensive. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Une bonne chose de passer, tu as passé ton premier match, tu marques, tu marques, tu te mets pas en galère. Mais il y a quand même, je pense, le staff qui va encore être en réflexion par rapport à ce qu'il a vu. Raphaël, quels ont été tes premiers enseignements sortis du match? Que c'est un match qui colle à l'histoire de Deschamps, puisqu'on va parler, je pense, de pas mal de points positifs, mais qu'une bonne Mmh. partie des points positifs découlent de choix forcés et pas forcément de choix que Deschamps aurait fait dans le scénario idéal où tout le monde est disponible et personne ne se blesse. Et Ouais, ça, c'est un peu quand même l'histoire de l'équipe de France et de Deschamps, c'est qu'il trouve des formules parfois contre sa première volonté. Là, quand on va parler de Théo Hernandez, d'Upamecano, de Giroud, de choses comme ça, de Dembélé, mmh. il va falloir se souvenir de comment on est arrivé à ce point-là. Et c'est ce qui est intéressant en sélection aussi, et c'est parce qu'on a un tel vivier que ça existe que parfois des joueurs s'imposent malgré les premières volontés du staff technique. Donc c'est assez intéressant de se dire que peut-être que ce match, on parlera de Lucas Hernandez et de Théo, est complètement différent si le premier frère finit la rencontre. Donc il y a vraiment d'attribuer le mérite et le crédit, par exemple, est compliqué sur un tel match. Après, il y a Ouais. une telle qualité de joueur que c'est ça qu'on va retenir, je pense, c'est la qualité de l'effectif français, la richesse de cet effectif-là et la qualité des joueurs même dans des situations difficiles qui savent apporter d'abord individuellement sur ce match et puis de plus en plus au fil de la rencontre collectivement. Moi, il y a un des trucs qui m'a d'abord un petit peu touché au cœur en tant que supporter, c'est qu'à 1-0, j'ai commencé à vivre une sorte de sinistrose dans ma tête. Je me suis dit: «Oh là 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 là, ça pue», avec un Benjamin Pavard complètement au frais sur son marquage, ouais, absolument lunaire sur le but australien, où il voit littéralement l'Australien partir devant lui sans réagir. Action qui en plus sent la poisse avec la blessure de Lucas, où tu vois direct que son genou saute.
première chose qui touche en tombant. Donc, à titre personnel, j'avoue que j'ai commencé à avoir sérieusement peur. Par contre, avant de rentrer plutôt dans les détails, moi, j'ai été content de quelque chose ce soir. Et on en parlait hier ici, et je pensais que c'était quelque chose qui comptait pour Deschamps pour un petit peu combler le milieu, mais ça a été la qualité à la relance, notamment d'Upamecano. Et Upamecano qui a permis à de nombreuses, très nombreuses reprises aux petites bombes sur les ailes, à savoir Kylian et Ousmane, de se retrouver dans des situations de 1 contre 1 avec des passes fortes, et à des moments, le fait d'avoir porté le ballon jusqu'à rentrer dans l'entrejeu. Je trouve que c'est quelque chose dont on parlait ici hier et que j'avais évoqué. Bon, c'est même pas pour me jeter des fleurs, mais on en avait discuté. Et j'ai été content de le voir à l'action et de le voir à l'action de manière efficace. Et surtout pour Upamecano, j'ai trouvé que ça a été un test réussi. Alors, bien évidemment, quand j'ai voulu dire sur Twitter que c'était cool et que j'ai dit qu'ils ont été sérieux, j'ai eu 90 personnes qui m'ont dit c'est l'Australie. J'ai dit qu'ils étaient sérieux. J'ai pas dit que c'était la charnière du siècle et que je voulais la voir pour les 200 prochains matchs. Mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu, notamment vis-à-vis de cette charnière centrale, c'est qu'ils ont été sérieux, je trouve, la plupart du temps dans leur placement, et très utiles à la relance. Et ça a permis un petit peu de couper peut-être, de couper le manque de créativité du milieu qu'on pouvait peut-être Ouais, craindre. mais on peut même commencer par là si tu veux, Zach, parce qu'on peut dire effectivement, est-ce que ce sera la même charnière pour un autre match, etc. En tout cas, sur ce match-là, tu as besoin que ta charnière t'apporte quelque chose. On a trop vu l'équipe de France dans des configurations un peu attaque-défense face à des blocs bas. On l'a vu souvent avec des défenseurs centraux, pas vraiment justes dans leur utilisation du ballon. Bon, on sait que Varane, parfois, c'est compliqué parce qu'on a vu, on en parle souvent avec Raphaël, la conduite, et je sais que c'est aussi une de ses marottes, la conduite Ouais. de Varane tout droit, qui s'arrête, qui la donne du pied gauche à l'horizontale à Pavard, et après, tout le monde est bloqué, ça revient vers Lloris. En tout cas, l'équipe de France avait besoin d'une relance intéressante. Upamecano a été super intéressant. Axe gauche, ça lui a permis aussi avec son pied droit d'aller chercher souvent Théo Hernandez ou Mbappé comme ça par-dessus dans la profondeur. Mhm. Même si à un moment il y a une passe intérieure aussi claquée intérieure pour Griezmann. Ça suffit pas pour dire il faut absolument, c'est le meilleur défenseur de l'équipe de France, hein. Mais dans Bien cette sûr. configuration-là, c'était exactement ce dont l'équipe de France avait besoin. Et ça fait plaisir de voir Upamecano réussir une performance comme ça. Ouais, t'as parlé de justesse et de qualité technique, mais il y a aussi de la personnalité. On avait vu des Ouais. premières apparitions d'Upamecano où il était assez timide sur ce plan-là, où il s'était raté d'ailleurs sur le plan technique et il avait vite été au début catalogué comme peu fiable. On peut penser aux performances de Kimpembe en équipe de France, qui a jamais autant apporté balle au pied qu'il ne le faisait au PSG, notamment lors de ses débuts au Paris Saint-Germain, et qui a rarement claqué des passes entre les lignes. Et là, le faire pour Upamecano sur un premier match de Coupe du Monde, alors qu'on sait qu'il se traîne une réputation en équipe de France de joueur à risque, de Ouais. joueur qui a des sautes de concentration, de joueur qui peut causer des pertes de balles dangereuses. Il a été assez fort là-dessus. On a parlé de ses passes entre les lignes. Il a eu aussi un jeu long de qualité. Il y a eu plusieurs renversements qui ont vraiment fait des différences importantes. Il a su Bien sûr. trouver Dembélé parfois, parce que le fait d'être droitier aussi comme ça, axe gauche, il l'a trouvé quelques fois, et ça me fait penser un peu à la relation qu'avait Van Dijk avec Salah les dernières années, où il est capable de claquer cette diagonale vers Salah comme il a claqué la diagonale vers Dembélé. Konaté l'a un peu fait, mais il s'est plus raté. Il y a eu quelques transversales en touche. Je ne sais pas si vous Ouais, avez à un moment, plusieurs il y images en en a eu tête. une en particulier en touche, Oui, qui oui. a un petit peu marqué les esprits. Ouais. Ouais, ouais, On peut il y en penser a à une où Ramos t'avais- aussi. Tu disais Van Dijk, Oui, Raph, on peut oui, penser à droitier axe Ramos gauche, c'est quand il vrai. s'oriente. Bah, Ramos Bale à un moment, quand Bale jouait à droite aussi, quand tu avais cette diagonale qui pouvait trouver le joueur à l'opposé. Et Ouais. Upamecano, quand tu te dis, vu les blessures actuellement en équipe de France, les joueurs forfaits, les joueurs qui sont disponibles, c'est celui qui a le plus de chances de rester dans le 11. Donc de le Ouais. voir comme ça, axe gauche, droitier, performant, tu te dis, ok, on a quand même un mec qui là peut nous apporter. Je l'ai trouvé aussi, on va peut-être un peu moins en parler parce que l'équipe de France a quasiment eu tout le temps le ballon, mais je l'ai trouvé concentré défensivement. Il a été bon sur le marquage préventif. Donc en gros, le marquage préventif, c'est l'équipe de France a le ballon, mais il faut que les défenseurs centraux réfléchissent à ce qui risque de se passer si le ballon est perdu dans les 3-4 secondes. Il a été bon Ouais. là-dessus. Il a géré des courses de l'Australie avant même que les courses arrivent. Konaté l'a bien fait aussi. Et vraiment, c'est la première fois, je pense, qu'il fait 90 minutes sans une erreur majeure en équipe de Ouais, sans France. bavure. Sans bavure. Alors, il y a eu peu de menaces, hein, Zach. On va reconnaître que le niveau de l'Australie offensivement, je pense C'est que c'est peut-être l'équipe la plus faible qu'on a vue sur ce plan-là.
Mais ça, je pense que ça revient aussi au duo Konaté-Upamecano et aussi à Tchouaméni qui a été très vigilant alors que tous les autres ont eu le droit un peu de se porter vers l'avant. Tchouaméni a été le seul milieu qui est resté vraiment systématiquement en couverture. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a également vu, du coup, en plus, sur les 2 premiers buts, et c'était quelqu'un qui avait pu être décrié à de nombreuses reprises, mais personnellement, j'avoue que sur le premier but et puis ensuite sur son pressing sur le second, un Adrien Rabiot qui a été, à minima, décisif, je te dirais, et surtout un petit peu volontaire, et ça va, même si on n'a pas subi un énorme pressing australien. J'ai quand même, je dirais pas que cette paire m'a enchanté. Par moments, j'avais trouvé que c'était dommage. En fait, au tout début, je sais pas si vous êtes d'accord, mais par moments, j'étais là en mode pourquoi est-ce que le milieu se déporte toujours à côté des centraux qui eux-mêmes sont très bons pour relancer. J'avais trouvé que ça créait une sorte de supériorité à la relance qui n'était pas toujours nécessaire. Voilà, c'était juste un avis comme ça. Mais à côté de ça, ouais, j'ai bien aimé également Rabiot et je pense, tu vois, sur des questions de confiance, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien pour la suite du tournoi, même si encore une fois, c'est à pondérer parce que c'est face à l'Australie. En plus, tu dis sur le début de match les redondances à la relance. Il y a aussi même après l'entrée de Théo, il y a plusieurs minutes où tu vois parfois les 4 défenseurs à plat, et donc beaucoup moins de solutions devant. Mm. Parfois ça peut fonctionner, des décrochages comme ça redondants si tu attires un peu le bloc adverse et tu as beaucoup de courses en profondeur et donc tu joues des longs ballons. Mais l'équipe de France a eu du mal à le faire au début. Et à partir du moment où Théo a commencé à aller attaquer la profondeur, où du coup Mbappé était une solution plus à l'intérieur, ça s'est rapproché de Griezmann. Griezmann aussi a décroché un petit peu moins. Tout ça, ça s'est mis en place et la menace s'est fait plus grande. Après, je pense aussi que le premier but le but de l'Australie leur fait immédiatement reculer, les fait immédiatement reculer. Oui. Et donc, la France a un peu de temps et est moins menacée et a un peu de temps de mettre tout ça en place avec l'entrée de Théo. Ouais. Qu'est-ce que tu étais en train de préparer sur ton joli tableau, Raphaël? Ouais, ouais, tu m'as vu. J'espérais être discret, mais c'est vrai que je suis en permanence filmé dans cette émission, donc je ne peux pas être discret. Non, parce qu'on parlait du début de match, à la mi-temps, Deschamps disait à Saber Desfarges sur TF1 qu'il avait trouvé le début de match de l'équipe de France bon et que le but était arrivé un peu comme ça. Moi, ça Ouais. m'a perturbé qu'il dise ça parce que je trouve que l'équipe de France était, comme souvent ces dernières années, a montré sur le début de match qu'ils ne savaient pas trop comment s'organiser pour presser haut. Ils ont essayé d'aller presser, ils ont essayé de s'organiser. On s'est posé la question hier lors de l'émission, mais comment l'équipe de France va défendre, sachant que Mbappé ne défend pas. Et on l'a vu à nouveau. Et Il a alors, pas j'espère défendu du tout. j'espère que tout le monde va voir. Donc là, en rouge, on a l'Australie, qui était dans son 4-3-3 assez classique. Je vais avancer un peu leur attaquant, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais c'est Duke. Et l'équipe de France a défendu très haut en losange. Je sais pas si on le voit bien là, mais on est les bleus. Les bleus Ouais. sont les bleus. Et ce qui était intéressant, c'est de voir Dembélé, qui est là donc, défendre quasiment comme un relayeur droit sur les séquences de pressing haut. T'avais Giroud qui était là, et t'avais Mbappé qui était là, mais qui faisait acte de présence défensivement. Donc en Ouais. gros, il était placé entre les deux ici, et t'avais les ballons qui étaient orientés vers le côté gauche si possible, pour que ce soit du côté de Dembélé et de Giroud, qui eux faisaient l'effort défensif. Ces ballons étaient orientés. Et en fait, au début de match, l'équipe de France n'a jamais été assez proche du porteur de balle pour aller presser. Giroud était trop loin du central. Quand le ballon allait là sur le latéral australien, Dembélé était beaucoup trop loin. Et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de séquences au début de match, je ne sais pas si vous vous souvenez, où les défenseurs centraux australiens et même Aaron Moy, qui était le 6 australien, donc pour le repérer, c'est simple, c'est le chauve au milieu de terrain. Ouais. C'est malheureux, mais c'est quand même très facile de repérer un chauve. Sans Carrément. attaque claire, Zach, je te dis, on est sur la même route. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de porteurs de balles du côté australien qui étaient libres d'avancer balle au pied. Et si tu te souviens, le renversement, il vient comme ça, Zach, du défenseur Oui. australien Oui, oui. qui trouve un joueur dans le dos de Lucas. Après, il se fait éliminer sur la prise de balle et il se blesse. Bon, c'est malheureux, mais ça part d'un décalage au départ. Et après, je pense que ça a pris quand même pas mal de temps. Et à partir du premier but français, quand ils égalisent, tu as senti qu'il y a eu ce côté momentum, ce côté confiance, qui a fait que l'équipe de France a joué un peu plus haut et allé gratter des ballons. Et d'ailleurs, le deuxième but français vient sur une séquence où cette fois le losange français est bien orienté, bien organisé, où Mbappé Ouais. fait l'effort et Rabiot et Mbappé sont proches l'un de l'autre, ce qui leur permet à la récupération de combiner très vite. Mais c'est un vrai C'est enjeu pour la d'ailleurs la suite de la première compétition vraie pour l'équipe séance de de France. pressing réussie, hein. C'est la séquence de Ah oui. pressing réussie, la première d'ailleurs qui amène ce but-là, Ouais, hein, juste après le but. Ouais. de Giroud. Et si l'équipe de France arrive à presser haut, si elle le souhaite,
parce qu'elle le souhaitera pas forcément à tous les matchs. Mais quand elle essaye de le faire, il faut qu'elle le fasse correctement. Tu peux pas être dans l'entre-deux du début de match où tu es un peu haut, mais tu sais pas comment presser. Et du coup, il y a des joueurs qui peuvent avancer librement balle au pied. Tu vois, là, c'était les Australiens. Donc, sur le plan technique, c'était pas très menaçant. Mais si tu fais pareil contre le Danemark et que c'est Kier et Eriksen qui ont le ballon dans les pieds et qui peuvent allonger des ballons, ça va être une autre histoire. Et ainsi de suite sur le reste de Après, la compétition. après sur l'action du pressing de Rabiot, euh, il y a un joueur de l'Australie qui Ouais. oriente sur son côté droit, c'est Irvine, je ne sais pas si je le prononce bien. Clairement, il y a Moy pour le coup assez seul s'il s'oriente de l'autre côté. Comme tu le disais, Raph, face à une équipe un peu plus outillée techniquement, c'est sûr que l'équipe de France n'est pas toujours hyper efficace, même structurellement au pressing. Et même sur celui-là, alors Irvine joue vers le côté où Rabiot et Mbappé sont déjà présents. Et donc, ça permet à Rabiot de presser. Mais en fait, si sur sa première touche, il part de l'autre côté, il y a encore un boulevard et je pense qu'on peut venir après sur l'animation défensive, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Ouais, on Mais va y revenir parce qu'on en a beaucoup discuté hier, l'animation défensive avec notamment à qui mettre à droite face à des adversaires plus gros, qui pour prendre un petit peu cette place pour défendre au milieu. Mais vas-y, ça on se le met dans un second temps parce que je pense qu'il y aura à dire sur ça également. ouais, après il y a aussi dans la bonne séquence qui commence à s'enclencher chez les Bleus, après le but, il y a aussi un peu plus de courses, un peu plus de courses verticales c'est aussi lié en fait, au rapprochement d'Mbappé parce qu'il y a un moment où tu avais une espèce de no man's land au milieu. Donc même si Mbappé il était touché en diagonale, loin comme ça, il fallait qu'il fasse un exploit contre deux joueurs. Et après, Ouais, c'était compliqué parce que ça fermait bien. Et à l'intérieur, les Australiens étaient pas menacés. Et le corner du premier but, ça vient d'une course de Griezmann, justement, qui donne à Dembélé une possibilité. Parce que Dembélé était touché, doit un peu revenir, parce que justement, il est assez seul face à deux joueurs. Et il y a Griezmann qui fait une course verticale dans la surface et qui donne la possibilité justement d'atteindre la surface, d'avancer. Et après, on l'a vu un peu plus. Rabiot, Griezmann, Théo, évidemment. ouais. Et là, ça a commencé à être intéressant. Moi, vraiment, un des trucs qui m'a fait également plaisir, et là où je trouve qu'on l'a retrouvé, parce qu'on se disait hier, limite, si Griezmann n'était pas là, ça aurait résolu énormément de problèmes. On discutait de ça, on aurait dit que la France aurait pu jouer en 4-3-3 sans lui, tu vois, et que si Benzema avait été là et tout machin. Et Oui, bah si aujourd'hui, Benzema avait été là, Zach, hein. Ouais. si Benzema était là, je l'ai précisé parce que c'était exactement dit dans ce contexte-là. C'est important de remettre le contexte pour éviter qu'on se sert de ça contre nous. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est qu'on disait que c'était surtout le premier bénéficiaire de l'absence de Benzema, et on l'a ressenti, mais à 100%, je trouve, ce soir, dans la mesure où il a pu avoir un impact fort, il a pu défendre comme il aime, balancer ses tacles dans la boue au milieu, à redescendre bien vite, et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pu retrouver pas mal de sa qualité de patte, que ce soit sur les quelques coups de pied arrêtés qu'il a pu tirer, ou alors sur les quelques ballons où il a pu envoyer en profondeur, jouer des fois en déviation, et En une franchement, ça m'a touche, fait ouais. plaisir parce que, en une touche, tu vois, quand il décroche, joue en une touche pour permettre boum au ballon qui part du défenseur et qui le touche, à arriver à l'attaque très vite. Et vraiment, en ce qui me concerne, en le regardant son match, je me suis dit ça, c'est le match d'un cadre lors d'un top tournoi, tu vois. Il était attendu sans doute à ce niveau, surtout très attendu vis-à-vis du fait que même si ça allait mieux à l'Atlético, on s'en rappelle qu'il a traversé quand même aussi une équipe, enfin une période peut-être moins faste également en équipe de France. Et j'étais content pour lui et surtout, même à titre personnel en tant que fan, un peu rassuré. Voilà. Ouais, alors je laisserai son rôle dans les missions défensives à Adam tout à l'heure, puisque je sens qu'il est bien là-dessus. Ouais, Sur le plan offensif, c'est le joueur qui a créé le plus d'occasions sur le match. Il a six dernières passes sur le match, c'est quand ouais, même pas mal. Alors la France a tiré 23 fois, donc forcément, il y a beaucoup de joueurs qui vont créer des occasions, mais il a créé beaucoup. Après, sur l'animation offensive, il y a eu pareil un début de match difficile de l'équipe de France. On va revenir sur son rôle. Je vais montrer un peu comment l'équipe de France s'était orientée au début. Et ça va super. reprendre un peu ce que tu disais, Zach, sur le rôle de Chouameni et Rabiot
Donc pareil, les Bleus sont en bleu, les Australiens sont en rouge. Là, on voit à nouveau l'organisation française avec Lucas et Pavard qui ont démarré assez bas sur les côtés, parce que c'est des profils assez défensifs et pas forcément des latéraux qui apportent offensivement. Et si vous vous Ouais. souvenez du début de match, Mbappé était très excentré. Oui. Mbappé était extrêmement collé à la ligne de touche. Il a touché beaucoup de ballons dans des situations où il y avait un contre un, puis un contre deux à gérer, et c'était difficile pour lui d'éliminer. Et à partir du moment où Lucas a été remplacé par son frère Théo, on a eu un changement un peu d'animation offensive, où Théo est venu plus haut, où ça a un peu glissé comme ça. Pavard est Ouais. venu quasiment comme un troisième central ici se placer, et Dembélé est venu coller la ligne, alors que Mbappé, lui, est rentré à l'intérieur. Et Ouais. ça a donné Griezmann des sur lesquels s'appuyer aussi. Griezmann, c'est un joueur qui a besoin de partenaires proches de lui. C'est pas un meneur de jeu qui va survivre à un pressing de deux joueurs, faire la différence et trouver un partenaire lancé, comme Neymar il y a quelques semaines quand il a éliminé trois joueurs, fait une roulette et trouvé Mbappé. Griezmann, il peut Ouais. pas faire le ballon sur plus de 5-6 mètres, il ne saura pas le faire. Par des joueurs avec qui combiner, là, il sera intéressant. Au moment où Lucas est entré, en fait, l'équipe de France a quasiment attaqué avec des pistons qui collaient la Ouais, ligne de c'est vrai. touche, avec Dembélé ici, qui est habitué à ce rôle-là sur la largeur du côté du Barça, et Lucas ici, qui pareil, lui est habitué à faire ça du côté de Milan. Et ça a permis à Mbappé et Griezmann de venir se recentrer à l'intérieur et de finalement avoir l'organisation que l'équipe de France, offensivement, a depuis l'Euro, où tu as trois défenseurs, où tu as deux milieux de terrain qui sont ici. Alors ça devait être Pogba, Kanté, bon, c'est Tchouaméni, Rabiot. Et par contre, Mbappé vient se rapprocher à l'intérieur avec Griezmann. Et ça a été vraiment un changement majeur dans le match de l'équipe de France, pour Griezmann comme pour d'autres, notamment pour Mbappé. Et ça joue aussi dans la performance du meneur de l'Atlético, pardon. Du mec, comment je parle. Et ça a été un changement pour le mieux, à ton sens? Ouais, oui. Ça vient beaucoup de l'entrée de Théo. Je pense qu'il faudra qu'on parle de Théo parce qu'il a fait une entrée impactante, on peut le dire. Et encore, c'est un euphémisme. Mais oui, parce que tu voyais sur le début du match qu'on allait s'enferrer dans des percussions de Mbappé, dans des zones impossibles, que Dembélé était très très loin. Il y a beaucoup de séquences sur les 10 premières minutes, rappelez-vous, où il n'y a personne dans la surface à part Giroud, parce que Oui. Griezmann jouait assez bas, décroché pour toucher le Ouais. ballon. Ouais. Donc en fait, même si Mbappé et Dembélé font la différence, ils centrent pour qui? Pour Giroud contre 4 ou 5 Australiens. Et à partir du moment où Mbappé s'est recentré, où Griezmann est venu un peu plus haut entre les lignes, bah forcément, au moment où Dembélé arrive à centrer, au moment où Hernandez arrive à centrer, t'as Griezmann qui arrive, t'as Mbappé qui arrive, et qu'est-ce qui se passe? Bah, Mbappé marque sur un centre de Dembélé, Giroud marque sur un centre de... J'ai déjà oublié, mais enfin, bon, vous me redirez. Giroud marque sur un centre de Mbappé Un Voilà, centre de encore. et sur Ouais. aussi un passe en retrait de Rabiot, ouais. Et de Rabiot, ouais. Ouais, c'est Et ça, sur une d'ailleurs, percussion au passage, qui vient en plus du côté. le centre de Mbappé part d'une grosse passe d'Upamecano à lui. Genre, il me semble que c'est Exactement. Humain Ouais, qui lui décale un contre un magnifique et après il lui centre mauvais pied. Après pour le coup, Raph, le dernier but de Giroud, là, tu sens que les Australiens, ils en peuvent plus, donc Mbappé, il en profite, il va à 2-1, justement, il déjà, va ils en faire un pouvaient peu plus. ouais, mais il va faire un peu l'action en solo sur le côté gauche qui marchait non pas qu'elle marchait pas en première mi-temps, mais il pouvait déborder, mais après ça fermait trop bien. Sauf que là, en fait, ça ferme beaucoup moins bien et donc ils profitent un peu de leur épuisement. Mais je rejoins tout à fait Raphaël et quand on a vu, ça donnait non seulement ça donnait quand Mbappé s'est rapproché et Griezmann aussi, ça donnait plus de solutions sur les centres et deuxièmement, ça a pu aussi leur permettre à Mbappé et à Griezmann d'échanger. Donc on a vu de la possibilité de jouer en remise, de se rapprocher. Alors c'est pas non plus une connexion, c'est pas Messi-Neymar, mais ça fait du bien et c'est même bon pour Mbappé. Contrairement à Ça a parfois tu as permis... l'impression qu'il pense qu'il a besoin d'être, super excentré pendant tout le match et faire des diffs comme un fou, alors que régulièrement, quand il vient à l'intérieur du jeu, c'est aussi un super neuf, quoi. Ouais, C'est ouais, le ouais. match, c'est le match au Camp Nou, ça, qui l'a matrixé, en fait, Dan. La victoire au Camp Nou sous Pochettino, où il a ce truc-là côté, il vient, il rentre et il percute et il tue tout le monde. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est son Ça l'a rêve un marqué. peu. Mais ça a permis une occasion, je sais pas si vous vous rappelez de l'occasion où Mbappé qui lui remet en une touche, et à un dernier moment, il y a un Australien qui tacle dans la surface. Et ça, Oui. c'est déjà des séquences qu'on avait vues de l'équipe de France il y a quelques mois, lorsque Mbappé avait un peu adoubé Giroud dans ses déclarations. Et quand Mbappé est Olive. trop excentré, voilà, quand Mbappé est trop excentré, elles ne peuvent pas exister, ces séquences-là. Alors que quand il vient un peu plus intérieur, qui peut s'appuyer sur Giroud, que Griezmann peut être un troisième homme dans ces combinaisons-là, bah, tu as quelque chose de totalement différent. Et c'est aussi ce qui au PSG fonctionne finalement, c'est quand Mbappé, Messi, Neymar se rapprochent et arrivent à combiner, plutôt que quand ils sont très excentrés,
les séquences où Messi jouait ligne de touche, où Mbappé jouait ligne de touche, où Neymar même jouait ligne de touche, et il y avait trop de distance entre les trois. Là, quand tu rapproches les trois par rapport aux qualités de Giroud, par rapport aux qualités de Griezmann, qui eux deux ne peuvent pas exister tout seuls à la différence de Mbappé, c'est beaucoup plus intéressant. Après, j'ai une inquiétude, Zach, et je te laisse Ouais, la parole. ouais, pas de souci. C'est il te reste qui comme latéral gauche dans le groupe à part Théo Hernandez? Plus personne. Plus Ouais, et personne. donc Et s'il est Deschamps suspendu le ou dit blessé, direct. Ouais. Deschamps le dit direct en sortant. Il dit ça a l'air assez grave pour Lucas. Et non, il reste plus personne en latéral gauche. Et à moins de revivre un 3-5-2 avec Rabiot en piston à gauche. Franchement, à l'heure actuelle, je te jure, je pense qu'on n'a aucune solution sortie de Théo Hernandez. Après, j'ai envie de te dire qu'en 2018, Lucas Hernandez Rabiot, hein. fait quasi tout. Ouais, Rabiot, ouais, mais Lucas Hernandez fait quasi Rabiot tout le à tournoi. 4, comme c'est dit sur le chat. Non, il peut pas ramener un mec. C'est fini. Tu peux plus ajouter Non, un tu peux joueur plus. dans la liste. On demande sur le chat là. Ah, Effectivement, d'ailleurs, il y a Rabiot. ouais, d'ailleurs, sur le chat, quelqu'un avait posé la question très intéressante. Et après, je pense qu'on va parler sûrement de comment s'appelle l'animation défensive avec les 4 offensifs. Mais quelqu'un a demandé est-ce que c'est mieux d'avoir un système qui se déforme comme ça plutôt qu'un vrai système à 3 d'entrée, pour parler du moment où, du coup, Théo Hernandez attaquait comme un piston à gauche, Mbappé rentrait, Pavard faisait un peu le troisième central et Dembélé prenait la droite. Vous préférez comme ça un système plus fluide, ou alors le 3 d'entrée avec 2 pistons assumés? C'est quoi pour vous? C'est mieux, Après, c'est moins bien? après ça dépend aussi du profil des joueurs que tu as et de comment tu veux t'organiser défensivement, en fait. Parce que si tu dis à 3 d'entrée, ça veut dire que tu t'organises défensivement tu gardes, la question, ça veut dire que tu gardes ton système aussi sur le plan défensif. Donc, tu t'organises à 3 centraux, 2 mecs sur les côtés et 2 mecs au milieu, donc en 5-2. Et ça veut dire aussi que ton mec sur le côté, ton piston défensif, ça devient Ousmane Dembélé. Donc alors de toute façon, il y a eu d'autres questionnements autour de l'animation défensive, Mmh. mais la question, est-ce que c'est mieux? Ça dépend en fait avec qui tu joues. Et là, ça paraît logique et au moins intéressant que il y a tout un tas d'équipes qui, dans un système à 4 défenseurs, bah, donnent un rôle différent à leurs latéraux. Il y en a un Bien qui sûr, resserre, il y en a un qui est plus défensif. Bon, tout un bien tas sûr. d'équipes le font et pas forcément de Mourinho à Guardiola, hein, enfin, pour prendre les plus connus. C'est pas forcément marqué sur une identité de coach, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est pas un problème en soi que tu aies un latéral Bien sûr. plus offensif que l'autre et que parmi tes ailiers, tu en aies un qui rentre plus à l'intérieur que l'autre. Mais Mais même à à des partir du moments moment pour où illustrer ça, excuse-moi Raphaël, mais même à des moments pour illustrer ça, Pavard jouait intérieur, à des moments pendant que Dembouz collait, c'est limite des Roland du Bayern quoi, limite, tu envie de te dire. ouais, et puis à partir du moment où Deschamps a l'air de vouloir défendre à 4 derrière, cette déformation te permet de faire rentrer en effet Dembélé dans l'équipe. Et pareil, de toute façon, t'as qui comme piston à droite dans le groupe maintenant? Si tu joues vraiment à 5 derrière. Ah, Coman. Ouais, mais Coman il et a Pavard a jamais déjà joué vraiment là. osé. Ouais, mais ouais, ouais. Mais Ah, Pavard, on sait Pavard, qu'offensivement, ça va te aux limiter, tu grandes vois. dames de notre ami qui a loué ses qualités offensives hier, Bah, c'est pas le match où il a le plus brillé, c'est sûr. Bon, c'est sûr que non, mais j'ai limite envie de lui poser la question, ce qui s'est passé sur le but. Et si j'étais son avocat, ce que je ne suis pas, ouais, je vas-y. pourrais dire que il y a tellement un problème sur l'organisation défensive à la droite de Tchouaméni que Pavard était déjà matrixé par ça. Donc, au lieu d'aller couvrir naturellement le joueur qui sera à la réception du centre, il revient un peu de se placer, limite sortir un peu de sa ligne pour se placer à la droite de Tchouaméni. Je pense que c'est une erreur et que c'est clairement, il fait partie des responsables sur le but, en plus de ce qui s'est Mmh. passé en amont et ce qu'a raconté Raph. Mais je Ouais, il est, pense que le but et l'attitude de Pavard, si j'avais envie de le défendre, ce que je n'ai pas forcément envie de faire, mais en tout cas, je pointerais ce problème. Si tu revois la vidéo, il est constamment fixé sur le ballon dans sa prise d'info et il vient défendre comme s'il était 6, enfin défenseur central, voire 6, le centre en retrait. Et il voit jamais le mec partir Voilà, dans son dos. Mais de la part de Pavard, c'est quand même assez étonnant parce que c'est pas c'est pour un ça que je problème voulais qu'il a eu poser dans la sa question, c'est ce carrière. que je Et disais. Ouais. c'est assez troublant. Heureusement, le match derrière évite qu'il soit le Ouais, bouc émissaire de la rencontre parce qu'il y avait C'est d'autres ça. problèmes tactiques. Mais c'est rare qu'un joueur qui a quand même la discipline défensive déconnecte autant sur une action, tu vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Mais du coup, la question, parce qu'on se posait la question hier, c'est est-ce que les 4 offensifs vont être tenables pour l'équipe de France et comment va être l'animation défensive avec ces 4 offensifs? Alors, du coup, on a commencé à parler de premiers renseignements, de moments où Dembouz, du coup, était calé un petit peu plus comme un milieu droit, collé sur le côté, etc. Euh, du coup, là, on a parlé de Pavard, on a parlé de beaucoup de choses. Après 90 minutes, qu'est-ce que vous en retenez? Et surtout, est-ce que vous pensez que ce dont on parlait hier, peut-être que lors de plus grosses rencontres, on aurait peut-être un milieu excentré éventuellement à la place d'un Dembouz? Est-ce que vous êtes toujours sur ce positionnement ou vous pensez du coup que ce 4 offensif, sachant que maintenant il y a un Théo Hernandez à inclure dedans et qui n'est pas le moins porté vers l'attaque, j'ai envie de dire, maintenant qu'il a à prendre en compte, quel est votre avis dessus avant un match face à un Danemark qui s'annonce déjà très important? Bah, ce qu'on Bah, je disait vais te retourner la hier, question, Zach. Excuse-moi, Dan, vas-y, Raph. je prends Vas-y, la main vas-y. cette fois, comme diraient les amis de Julien Lepers. Je vais redemander à Zach parce que j'ai un avis, mais je sais pas trop si les autres gens ont le même avis que moi. Qu'est-ce que tu as Vas-y, pensé le chat, dites, hein, qu'est-ce que tu as pensé de la perf défensive de Dembélé, toi, Zach? alors, ce que j'ai pensé de la perf offensive de Dembélé, pour être tout à fait honnête avec toi, Défensive, pardon. ouais, défensive, Défensive. pardon. Bah, la perf défensive de Dembélé, je l'ai trouvé à titre personnel, et j'ai peut-être raté quelque chose, je l'ai trouvé quelconque. Je l'ai pas trouvé spécialement intéressante. J'ai pas été spécialement impressionné par ses placements sur le pressing, ou pas spécialement trouvé non plus totalement à la ramasse, tu vois. Et je l'ai trouvé, et par contre, offensivement, je l'ai trouvé en jambes, et j'ai trouvé que, surtout qu'il commençait à monter en puissance au fur et à mesure de ses prises de balles, et au fur et à mesure qu'il avait des moments pour prendre de l'espace, même si ses choix n'étaient toujours pas toujours les plus rigoureux. Mais j'avoue que sur sa perf défensive pure, je me suis pas spécialement attardé. J'ai pas retenu beaucoup d'enseignements. Non, je pensais que Dan allait continuer, mais ouais, il a été complètement traumatisé par ma prise de parole. Non, 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 mais je l'ai trouvé Franchement, discipliné, je tu vois. préfère dire que j'ai pas retenu grand chose que de dire que non, mais je savais pas où j'ai tu voulais trouvé en que. venir, Raph. Je savais pas où tu voulais en venir, mais Non, mais moi, parce que j'ai trouvé justement que, à mon avis, si tu l'as pas remarqué ou tu l'as moins remarqué, Zach, c'est que on s'est pas dit, ah, il revient pas. Pour moi, il Ouais, n'a pas oui, été, à minima, oui. comment dire, tu t'es pas dit, oh là là, il faut quoi Dembélé, il fait pas les efforts, etc. Pour moi, le problème, il a plus été dans le rôle qu'il devait avoir et la manière, bah, le poste qu'il avait et ce que ça a créé comme trou pour les Bleus, que lui dans son implication défensive. Mais je ne sais pas si Raph, c'était ça que tu voulais dire ou toi, tu l'as trouvé pénible sur le plan défensif. non, parce que si vous vous rappelez, dans notre discussion d'hier, on se demandait si c'est pas Rabiot ou Guendouzi ou Fofana, est-ce qu'il y a un Ouais, joueur qui va être capable de venir défendre dans une ligne de 3 au milieu? Un autre, voilà, Coman, c'était ça. Dembélé, etc. Et lui, il a enfin, Deschamps a osé le mettre dans une ligne de 3 défensivement. Quand on regarde le match, quand Griezmann sortait sur le 6 adverse très haut, et sur le pressing haut, en tout cas, au départ, Dan, et il Ouais, défendait dans une ligne de 3, quand ça pressait en losange. Après, dans un deuxième temps, quand l'équipe de France reculait, quand elle a reculé, surtout sur la première partie de la rencontre, donc les 15-20 premières, il était dans une ligne de 4 où Griezmann venait quasiment défendre à côté de Chouameni, milieu axial, et Rabiot défendait limite milieu gauche. On s'était posé la Ouais. question hier de est-ce que ce serait possible, parce que de le faire déplacer à droite alors qu'il vient de là, c'était compliqué. Il a quasiment défendu milieu axial sans le ballon. Et je l'ai trouvé quand même assez discipliné, Dembélé. Il a gratté Ouais. quelques ballons. Il était proche souvent de son latéral pour aider sur une bonne partie du match. Et ça m'a pas étonné, parce que c'est pas un joueur qui rechigne à faire les efforts. Mais Non, c'est pas non plus le gros. ça m'a rassuré pour lui, pour ses chances de continuer à jouer. Tu penses qu'il Je a pense marqué que des s'il points? était passé sur ce plan-là, je pense qu'au moins Deschamps se dit, il va pas nous coûter. Tu vois, alors que généralement, que tu sois coach, éducateur, tu te dis, ah mais lui, en fait, s'il est là, tu sais que de ce côté-là, on va prendre des vagues. Et il n'y a pas eu des vagues à cause de lui. C'est déjà un bon point. Ça ne veut pas dire qu'il va C'est jouer vrai. quand il y aura des gros matchs, mais tu sais qu'au moins, il va pas t'abandonner. Et ça, sachant que tu joues déjà avec, tu défends à 10 au lieu de 11 parce que Mbappé joue la carotte, ça change un peu pour lui les chances de jouer, surtout dans la concurrence avec Coman qui a un peu plus Juste, je de dirais, fiabilité. il ne t'a pas abandonné. Après, sur Dembélé, c'est toujours difficile de se projeter sur sa fiabilité. Juste pour mettre un bémol par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement, merci Quentin pour le col roulé, si ça te plaît, merci. Mais, mais, mais je trouve que Dembélé, il n'a pas encore donné, malgré ses années de carrière, il n'a pas encore donné suffisamment de gages sur sa fiabilité. Donc effectivement, on se demandait tous,
En gros, est-ce que c'est pas le premier joueur qui va sauter quand Deschamps voudra un peu changer de formule? Là, il n'a pas donné de gage en ce sens-là. Je suis d'accord avec toi, Raph. Après, est-ce que tu as envie de lui faire confiance sur la durée? Pour moi, c'est une autre question. Et, euh, et après, Et sur la il question t'apporte du beaucoup relais, du tu vois, relayeur. sur la fixation de la largeur et le fait d'étirer le bloc Ah bah oui, tu adverse. personne d'autre. Sur la, Entre lui et Coman, c'est les deux joueurs qui peuvent apporter la largeur, ce qu'on disait hier dans ton groupe. Après, c'est sûr que si à partir des huitièmes, je sais pas, tu joues l'Argentine, puis je connais plus le tableau par cœur, mais tu joues que des équipes qui veulent avoir le ballon, ou à qui tu peux laisser le ballon, ils risquent de sauter. Par contre, si tu as une équipe qui va l'avoir contre quelqu'un qui justement va t'attendre, il t'apporte tellement pour étirer le bloc adverse et créer des différences. Et en plus, Ouais. on parlera d'Argentine-Arabie Saoudite après, avec le problème des faux pieds, qui va être un axe majeur de cette compétition, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'ont énervé sur ce plan-là. Ah, j'ai vu, t'en Mais avais beaucoup Dembélé, parlé. vu qu'il peut partir pied droit, pied gauche, il y a une telle incertitude et il t'apporte tellement. Tu vois, il fait une passe des pieds gauche ce soir. Et ça, c'est quand même une donnée majeure dans une compète comme ça, où tu sais que il peut déborder en poussant ou il peut déborder en rentrant à l'intérieur, il peut repiquer. Et quand tu vois la perf de Di Maria, on développera tout à l'heure, c'est quand même un sacré atout pour l'équipe de France. Moi, vraiment, un des Ouais. trucs, je pense, pour en revenir, et on en discutait dès le début, mais un des trucs qui doit faire peur à beaucoup de sélections quand elles affronteront l'équipe de France, bien entendu à confirmer face au Danemark et tout, mais c'est, comment ça s'appelle? C'est cette crainte qu'ils auront des 1v1 constants sur le côté face à un Dembouz ou face à un Mbappé. Surtout s'ils réussissent à être trouvés aussi facilement par un Upamecano qui, imaginons, pourrait peut-être continuer la Coupe du Monde. Parce que franchement, ce côté imprévisible et ce côté danger que ces deux derniers apportent, si en plus derrière tu as un Dembouz qui est suffisamment sérieux pour aider à défendre dans une ligne de 3 au milieu, bon, ça peut peut-être, tu vois, te rassurer à long terme. Alors bien sûr, ça dépendrait également des configurations de match. Comme tu as dit, si l'équipe de France est prête à laisser le ballon, est-ce qu'il faut garder Dembouz? Je sais pas. Mais à minima, je pense que des sélectionneurs adverses qui ont regardé le match ce soir, il y en a certains qui se sont imaginés leur défense en situation, qui ont dû se dire relou quoi. Ah ben, c'est sûr que t'as des joueurs de percussion et à la limite, tu peux imaginer Dembélé aussi dans des configurations où tu dois remonter un score, entrer en jeu par exemple. Ça peut aussi être intéressant avec du monde dans la surface Mmh. et en te disant que voilà, même s'il va rater 2 dribbles sur 3, bah, le troisième, il va faire une grosse diff et il y aura du monde dans la surface. Donc, euh, donc non, bah, c'est bien pour lui parce que il y a 4 ans, son match contre l'Australie justement Bah, ça avait c'était pas scellé uniquement son de sa but. faute, hein, mais bon, il avait été pas très bon et donc ça l'avait sorti de l'équipe définitivement. Là, il a encore sa place maintenant. Pardon, mais il y a moi, cette formule, je vois pas comment elle est tenable dans des gros matchs. Je vois pas du tout. C'est pas une histoire de quatre Ah, mais offensifs, c'est comment Non, ça c'est intéressant, s'articule. c'est intéressant. Je vois pas. Si, regarde, Heu, coupez-moi si vous êtes pas d'accord ou s'il On y a une discute, magnifique. incompréhension, hein. J'aime ta Je suis pas J'ai enlevé d'accord, hein. l'Australie, Je suis pas d'accord, Dan, je suis pas d'accord. J'aime pas ton tableau, j'aime pas. j'ai enlevé l'Australie, donc il y a les bleus, donc le 4-2-3-1 de départ, on va dire. Ici Rabiot, ici Griezmann, donc parfois quand ça pressait, comme le disait Raph, Rabiot sortait ici, Mbappé venait là et Dembélé sortait, mais on va garder sur le 4-2-3-1. Ici, il y a plusieurs choses à voir. D'abord, il y a une zone ici, dans le dos de Mbappé que Rabiot est obligé de couvrir le premier Ouvrir. temps, parce que Mbappé, bon, on va dire il arrête de défendre. C'est OK. le niveau Donc zéro en de la fait, défense. Rabiot décale. Rabiot décale. OK, ça c'est Rabiot. Tchouaméni décale avec lui. Quand ça se replie, je parle, hein. Il y a eu très peu de séquences comme ça, mais malgré tout, on en a vu certaines. Rabiot Griezmann décale. peut descendre. Tchouaméni décale. Griezmann doit descendre un peu, mais il descend pas non plus comme il était là. Donc Griezmann doit descendre un peu et Dembélé revient aussi. On va arriver dans un deuxième temps, mais juste ce qui est censé être ton double pivot défensif, quand tu défends comme ça, ton double pivot, tu l'envoies sur la partie gauche du terrain. OK. Et Chouameni, quand il sort là, il ne doit pas se louper parce que après, pour défendre l'autre partie du terrain, si ça bascule vite, même si on va dire qu'ils sont bien placés, hein, même si on va dire qu'ils se placent comme ça, Avec tu Dembouz as est quand bien même bas, Griezmann et Griezmann est Dembélé. suffisamment bas. Tu as Griezmann et Dembélé pour défendre ici. Alors évidemment, normalement, ça bascule. Chouameni a le temps de revenir. Rabiot a le temps de revenir. Griezmann est là pour gêner un peu le jeu. Et Dembélé revient comme ça. Sauf que Dembélé,
bon, il a plus l'habitude et c'est plus naturel. Il se replace comme un milieu droit. Et donc ici, avant que au moment où ça bascule, avant que le milieu puisse glisser comme ça, tu as donc Rabiot, Tchouaméni. Et là, si t'es pas aussi faible techniquement que l'Australie, bah, tu peux venir exploiter plein de. D'ailleurs, l'action de la tête du poteau, elle vient de là. Tu peux venir exploiter une zone ici où tu mets en grande difficulté l'axial droit, où bah, en fait, Chouameni, comme je disais, il est obligé d'avoir un rôle décisif ici pour couper, pour pas que ça bascule. Je vois pas comment c'est tenable face à une grosse équipe. Vraiment, j'ai beaucoup Sachant de mal. que là, alors, je sais pas si c'est pour aggraver le point ou pour le nuancer, tu avais deux centraux qui défendaient en avançant. Donc, à Ouais, la limite, ils pouvaient, sur ces ballons-là qui passaient dans le dos de Chouameni, Griezmann, sortir sur le temps de passe et gagner des ballons. Mais Varane, il défend ils pas l'ont comme fait ça. quelques fois. Ouais, c'est Varane, vrai. Varane, s'il revient dans l'équipe, il va pas défendre en avançant comme ça, en passant devant le joueur, en allant le tamponner. C'est un joueur qui préfère défendre avec plus de contrôle et en reculant. Donc, ça veut dire que le joueur va plus avoir de chances d'être libre entre les lignes. Peut-être que ça va t'aider, parce que ça te donne le temps de te réorganiser et de gérer un peu ce joueur-là, plutôt que d'avoir Upamecano et Konaté qui sortent. Mais c'est une info à gérer. J'ai vu que sur le chat, il y a quelqu'un qui demandait si Mbappé fera pas plus de boulot défensif contre les grosses équipes. C'est vrai que c'est une variable qu'on Non, mais maîtrise pas encore. il en fera, mais est-ce que tu as aussi, malgré tout, tu as aussi intérêt, alors il en fera, il reviendra peut-être, mais tu as aussi intérêt à le garder comme une menace. Ouais. Euh, Ici, Hmm. tu as intérêt quand même à ce qu'à la récup, tu puisses le toucher assez vite, qu'il parte pas de trop bas. Et limite, c'est beau. Ça peut être une manière de défendre, bloquer un joueur ici parce qu'il aura Mbappé dans sa zone. Et Mais que tu as le meilleur joueur de profondeur du monde dans ta zone, donc du coup, voilà, mais tu pour rebondir sur ce que tu disais, Raph, c'est-à-dire que même si tu sors ici avec le central, c'est c'est un peu du qui tout double. Donc c'est quand Ah même oui, bah oui, un parce que risque. C'est un risque tu peux important. Et sortir en dans 1 un contre gros 2. match à Tu peux élimination sortir en 1 contre directe, 2. Ouais. voilà. Et dans un gros match à élimination directe, voilà. Que ça décale, pour revenir juste pour que ce soit définitivement clair, et dites-moi sur le chat si ça l'est pas, mais que ça En tout cas, décale c'est comme clair, je pense. que le faisait Matuidi, il n'y a pas de problème. Sauf que à la droite de Kanté, il y avait Pogba ici. D'accord? Sauf que maintenant, à la droite de Chouameni, bon, c'est plus Kanté, mais c'est Griezmann. Et là, ça pose problème. Là, ça pose problème parce qu'en 2018, vous avez quoi? Vous avez Matuidi ici, Kanté, Pogba qui est là, Griezmann en plus avec Giroud qui vient défendre ici, et Mbappé décroché. Voilà, Et si Pogba j'exagère qui un pourrait peu, de c'est temps en comme temps ça. aller des pavards sur certaines phases, notamment contre la Belgique. Ouais. Voilà, voilà. Mbappé décroché ici, pardon, je dis n'importe quoi. Mbappé décroché côté droit. Euh, Sauf que là, maintenant, Mbappé, il est là. Et ici, tu as Dembélé. Et ici, tu as ton double pivot qui est là maintenant. Alors qu'avant, il était devant la défense. Voilà. Et ça, je suis pas sûr que malgré la victoire, Deschamps reconduit ça sur la durée. En tout cas, j'aimerais bien voir, ou peut-être qu'avec la Mais même compo, il va y avoir des ajustements, mais j'ai du mal à voir lesquels. Enfin, je sais pas, Zach, Raph, lesquels vous pouvez imaginer. Moi, c'est assez bah, intéressant. Avec la même j'avais demandé compo. à Zach j'avais demandé à Zach s'il imaginait, tu vois, si demain je lui dis le huitième de finale c'est France-Argentine, à ton avis, Deschamps il part avec quoi, Zach? Là, à l'heure actuelle, pour être tout à fait honnête, avec les arguments que nous présente Dan, et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose auquel Didier pense, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'il reparte avec un 4 offensif et qu'il y rajoute pas éventuellement un milieu quelque part, d'une manière ou d'une autre, pour combler ce dont tu parles, parce que je pense que si nous, on en est conscient, Didier, il doit en être encore plus Évidemment. conscient, et Sachant moins, qu'on à moins Pardon, d'une je prise de disais, mais risque, en on fait. essaie de. Ouais. Après, on essaie d'imaginer aussi, quand on fait nos analyses là, avec Dan et même avec toi, Zach, de se dire, on se met un peu dans la tête de Deschamps, tu vois. On essaie de Bien sûr, réfléchir un peu comme lui. Parce bien que sûr. ça sert à rien de dire, ouais, moi, Dan Perez ou moi, Raph Cosmidis, je vais faire ça. Sinon, C'est on serait sûr. pas là Mais à c'est faire très l'émission, intéressant tu vois. parce que tu vois, on discute d'un truc que la plupart, je pense, même dans les autres émissions et tout, ça va pas en discuter. Et je pense que au moins, tu vois, si huitième de finale, si on se qualifie, on arrive et qu'on voit qu'au huitième de finale, bizarrement, dans le 4-2-3-1 à droite, c'est un milieu ou un truc comme ça, bah au moins on s'en rappellera qu'on en avait parlé dès le soir de la première journée, même la veille. Tu vois ce que je veux dire? Donc au moins Ouais. on sera pas étonné. Après, il y a aussi un monde où peut-être que Didier, il se dit bah écoute, foutu pour foutu, allez, je vais faire le cliché, mais
faut marquer un but de plus et j'assume le déséquilibre, quoi, tu vois. Il y a peut-être aussi un monde où Ouais. il a pas trop, où limite il a pas le choix, en fait, tu vois. Genre, au bout d'un moment, je pense que Didier, il se pose sur une feuille et puis il se dit, attends, j'ai pas mes milieux titulaires, j'ai X blessés, j'ai X contraintes. Dans mon groupe, j'ai pas Vlad quoi compenser à droite, bah peut-être qu'il va se dire, fuck it, les mecs, j'ai pas le choix, on y va comme Ouais, ça, quoi, tu vois. mais il y a un autre problème en plus, Zach, c'est comme Ouais, dit Rayouz là, c'est ce qu'on disait hier, c'est que si tu veux faire l'option avec un milieu droit défensif, donc le pendant de Matuidi, qui tu mets? Parce que Fofana ou oui, Guendouzi, bah oui. est-ce que ce serait clair pour Fofana d'aller s'excentrer comme ça, peut-être pour Guendouzi un peu plus? Ça aussi, c'est une vraie question. Ouais, je suis Après, d'accord. assumer, dire Deschamps en début de match, mon équipe, elle a été ouverte pendant plein de matchs et je vais jouer un huitième, continuer avec une équipe ouverte. Moi, j'ai du mal à y croire. Mais après, Ouais, pourquoi pareil, pas? pareil, j'ai Mais je veux vraiment dire, du mal, si on mais se base sur ce qu'a fait Deschamps, et je le comprends, hein, enfin, je veux dire, je suis pas en train de dire Deschamps fait n'importe quoi. Je pense que Deschamps est tout à fait, on lui apprend rien avec ça. Il est tout à fait conscient et il cherche la meilleure formule. Moi, s'il trouve que son équipe a son bloc trop ouvert, moi, je l'imagine pas reconduire ça, franchement. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on a bien, Le- bien parlé du match de l'équipe de France. On va également devoir parler là dans quelques instants de l'autre surprise du jour, Argentine-Arabie Saoudite. Peut-être, avant juste de terminer, un mot pour Giroud, peut-être, qui égalise le record de Thierry Henry, qui marque un doublé après sa dernière CDM à 0 but et qui, je pense, engrange la confiance. À titre personnel, c'est assez marrant. Là, j'ai trouvé vraiment qu'il a fait une perf de vrai neuf, mais j'ai pas eu le sentiment, sauf sur rarement, mais on l'a pas trop utilisé en pivot. Je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je m'étais fait ça remarque, je me suis dit, oh, j'ai pas l'impression qu'on s'est beaucoup appuyé dessus. À la mi-temps, il avait Bah ouais, touché 11 ballons. C'est-à-dire moins que Lloris et autant que Lucas Hernandez qui était sorti à la 12e. Ouais, ouais. Bah, il y a l'occasion de Mbappé là, dont on parlait tout à l'heure, où Mbappé lui fait une déviation, une touche, et Giroud lui rend une touche. ouais. C'est à peu près la seule séquence que j'ai comme ça en tête. Il a surtout fixé la ligne défensive australienne. Après, il a été très présent dans la surface. Il a été très présent sur le coup de pied arrêté. Il a été une vraie menace. Il a été bien placé à chaque fois sur les situations où il pouvait recevoir des centres. Mais ouais, c'est une perf de neuf, ce qui est marrant parce que lorsqu'il joue en équipe de France, souvent, même quand il marque des buts, il est intéressant parce qu'il apporte d'eau au jeu. Et là, il n'a pas apporté d'eau au jeu, mais il a été efficace sur ses occasions. Donc je pense que ça va lui faire du bien quand même de marquer en Coupe du Monde. Il faut se rappeler que ça avait été un peu un thème de la Coupe du Monde 2018. Ah 2018. ouais, il est champion du monde, il est là, mais il n'a pas marqué. La Guivarch un peu, tu vois. Et là, il a marqué. Je pense qu'il s'est fait très très peur sur la première occasion, parce que jusqu'au Oui. dernier moment, il ne sait pas avec quel pied il va la prendre. Et finalement, il ose la prendre pied droit et il la met. Mais, et puis, il est passé tout près de mettre un ciseau magnifique aussi, tu vois. Donc, il y a quand même beaucoup d'occasions où dans la surface, il a été menaçant. Ouais. Et je suis content qu'il ait pris confiance également de cette manière. T'en as pensé quoi, Dan? Pareil? Bah ouais, non, mais pareil que Raph. En plus, tu vois, on disait, non, mais je me faisais en plus la réflexion, on imaginait l'Australie assez solide dans les airs. Bon, ils prennent 2 buts de la tête, Giroud en met un. Bon, ils prennent Ah aussi un oui, but de alors, la tête de Mbappé. Et Mbappé, hein. Vas-y, Raph. dernier point sur ce plan-là, parce qu'on a dit que les coups de pied arrêtés étaient importants, on l'a dit hier et on le redit aujourd'hui. Oui. L'équipe de France est une des équipes les mieux dotées sur le plan de la taille. Quand tu fais le bilan de l'équipe, alors Griezmann n'est pas très grand, mais c'est un excellent joueur de tête. T'as Giroud, t'as le duo Chouameni-Rabiot au milieu de terrain, qui est quand même dans les airs, et on l'a vu avec Oui. Rabiot, et Chouameni est capable dans les airs de gratter des ballons aussi. T'as Konaté, Konaté, Upamecano. ou Upamecano, ou Varane même. T'as Pavard qui est quand même grand pour un latéral. T'as Hernandez qui est puissant et qui est assez grand pour un latéral aussi. Donc tu peux quand même dominer pas mal d'équipes sur les coups de pied arrêtés. Et quand on Qu'est-ce que voit vous ce que les pensez de équipes ont fait Mbappé comme tireur? l'Angleterre, Mbappé tireur, je me gère dessus. euh, après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais il y a qui comme droitier tireur dans cette équipe? Aucune idée. Voilà. Je me suis posé la question de Dembélé. Est-ce que Dembélé les tirerait pas mieux que Mbappé? Tu vois, pied Mais droit. Parce que vraiment, sinon, vraiment, tu peux faire tirer que Griezmann. bah après, moi perso, je serais un partisan de Griezmann en toutes circonstances. Je trouve que la différence a été claire entre les corners, notamment tirés par Griezmann, et les corners tirés par Mbappé. Moi, personnellement, Mbappé, j'ai jamais réussi à lui trouver une qualité de coup de pied arrêté. Alors, peut-être qu'à l'entraînement, il est extraordinaire. Peut-être que ça viendra également. Je le condamne pas à vie. Mais à l'heure actuelle, franchement, ces coups de pied arrêtés, moi, je les trouve mais, hyper mal tirés, que ce soit dans les zones, dans la frappe, dans le dosage. J'aime pas. Voilà. J'aime pas. Mais t'as l'impression qu'il tire toujours un peu avec la pointe. Tu vois, son geste est un peu particulier parce que c'est un peu le même geste que pour son enroulé. Sauf que sur les corners, il arrive jamais à passer le premier poteau.
Il est toujours Mmh. un peu trop court son corner et ça Et c'est je vrai me que c'est quand demande même si les c'était parties pas un peu plus voulu sur frustrantes. les premiers, parce qu'il y a un appel Ouais, sur les premiers corners, il y a mais un appel de Rabiot et un appel de Griezmann avant le premier poteau. Alors ouais, non, mais je mais suis en d'accord, hein, deuxième, sur, en il deuxième, il y en a arrive pas trop plusieurs à qui les lever, rebondissent mais avant le premier poteau, tu vois. En deuxième, il y a oui, plusieurs ballons qui rebondissent avant le premier poteau, dont un corner qui est à retirer parce qu'il est tiré trop vite ou il y a une faute dans la surface, je sais plus. Ouais. Mais après, il y a eu quelques corners à deux avec Griezmann, où la France a tenté des trucs. Ce sera à suivre, de voir s'ils arrivent à se trouver dans des positions un peu différentes et de voir si ça change un peu les responsabilités lors des prochains matchs. Mais ce sera très important. Il faut se souvenir que le France-Uruguay 2018, sans les coups de pied arrêtés, peut-être que tu vas en prolongation, voire au tir au but. Donc, et France-Belgique et France-Croatie, tu as beaucoup de, enfin, t'as beaucoup de coups de pied arrêtés en fait sur ta Bah, le compète. Tu as penalty énormément vient de du coups de coup pied de pied arrêtés qui sont arrêté nuls. contre la Croatie. La Belgique, le but vient d'un coup de pied arrêté. Oui, oui, C'est c'est ça. le thème, quoi. Donc, ce n'est pas à négliger et il me semble pas qu'en 2018, Mbappé avait tiré des corners. Non, Donc, il n'avait pas approché les coups de pied arrêtés ni de près ni de loin. C'était Griezmann qui avait tiré, il me semble, de tête. Donc voilà. et il n'y avait pas non plus de droitier tireur à l'époque. Alors il y avait Pogba Oui, qui pouvait frapper les coups francs, mais les corners, c'était pas Pogba qui les frappait non plus. Donc on c'est verra vrai. si ça change sur les prochains matchs. C'est vrai. Alors maintenant, ouvrons le dossier du match choquant, je suppose. En tout cas, le match le plus choquant est de loin depuis le début de la Coupe du Monde. La première grosse surprise, la défaite de l'un, en tout cas pour beaucoup de monde, de l'un des favoris, l'Argentine face à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Et un match que j'ai trouvé, à titre personnel, avant de parler peut-être tactiquement, mais j'ai trouvé les Saoudiens très émouvants. Je les ai trouvés très émouvants dans la débauche d'énergie, dans la volonté d'embêter les Argentins, dans la volonté de jouer haut également, et qui je trouve a bien fonctionné. Alors avec à des moments un peu de réussite sur certains hors-jeux en première mi-temps. Vous me direz si vous pensez que les hors-jeux sont la résultante d'un bon alignement défensif ou à des moments un petit peu de réussite. Ce sera à vous de me le dire. Mais j'ai trouvé ça bien. Donc vraiment, les Saoudiens, j'ai été étonné. Et à côté de ça, pour moi, le plus gros truc que j'ai noté de mauvais côté argentin, et après toi, tu vas nous parler du faux pied. D'ailleurs, c'est drôle, Raphaël, parce que quand j'ai vu ton tweet, c'est un truc que je n'avais pas spécialement remarqué, mais après, j'ai compris, je me suis dit, ah ouais, en fait, il a raison. Et là, tu vas nous en discuter. Mais moi, avant tout, ça a été le no man's land au milieu, côté argentin. Voir Paredes décrocher entre ses centraux et Rodrigo de Paul aller renifler l'arrière de Lautaro Martinez, j'étais là, ok. Et du coup, c'est comment en fait? Vous voulez faire quoi? C'est long ballon? Comment ça se passe? J'ai trouvé qu'il y avait un milieu argentin qui a fait une performance absolument catastrophique et qui est en partie, à mon sens, responsable des difficultés de l'Argentine. Après, l'Argentine a quand même, il me semble, un nombre d'occasions qui est pas horrible, voilà, mais qui n'est pas suffisant et qui prend but sur ses, sur ses deux seuls tirs cadrés encaissés, quoi. Et donc, franchement, ouais, un match émouvant, des Saoudiens sérieux et des Argentins décevants, et en ce qui me concerne, notamment au milieu. Voilà. Qui veut y aller en premier? vas-y Raphaël, vas-y, Allez, c'est euh, ton match. ouais, je vais pas commencer par les faux pieds parce qu'il faut qu'on commence par la première donnée du match. Et la première donnée du match, c'est comment l'Arabie Saoudite a choisi de défendre. Ouais, Parce que le match a été conditionné par ça. Tu as parlé de la volonté de jouer haut, Zach, et c'est vrai. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont joué haut sans forcément toujours mettre de pression sur le porteur de balle. oui, C'est en général déconseillé dans le foot. On te dit, bah, bah, si tu veux jouer haut, il c'est faut qu'il y ait de la suicidaire un pression petit sur le peu des fois, oui. porteur. Parce que sinon, tu vas prendre des ballons dans le dos. Et ils ont. On C'est peut même pas dire vraiment un pourquoi, piège Raph, du hors-jeu, juste quoi. Vas-y. pourquoi on dit que non, non, mais vas-y, pourquoi on dit que si tu veux jouer le hors-jeu, il faut aller cadrer le porteur, Bah, ça parce peut que si servir tu cadres pas d'expliquer le ça. porteur, voilà, tu donnes la possibilité au porteur de balle d'avoir le temps de préparer un jalon de qualité. Et alors, le jalon, tu peux anticiper, te mettre de trois quarts, tu peux gérer la profondeur, surtout si tu vas vite. Mais tu donnes le temps et les conditions pour qu'un joueur de qualité, et l'Argentine en a derrière des joueurs qui peuvent aligner des bons ballons dans le dos, comme on peut penser même à Paredes, tu donnes le temps à des joueurs de trouver des ballons justes. Et quand tu vas les presser, quand tu vas les cadrer un petit peu, comme l'avait fait la France en 2018, où Pogba avait mangé Banega, ou Kanté avait mangé un des milieux, je crois que c'était Messi et Kanté, Kanté et Matuidi, pardon, on s'était occupé de Messi. Ouais. Tu limites le temps pour les meilleurs passeurs de l'équipe adverse. Et l'Arabie Saoudite n'a pas forcément limité le temps. Alors on pourra parler de la qualité de passe des Argentins qui a posé problème à certains moments, notamment les centraux. C'est pour ça que je pense Mhm. que Lisandro Martinez est vite entré. Mais il y a eu ce truc-là de jouer au pressé tout le temps.
et ils ont eu une ligne, tu l'as dit, Zach, c'était émouvant parce qu'en fait, c'était ric-rac, quoi. Ça passe ou ça casse, tu vois? Il y a eu des actions où Lautaro Martinez est parti seul dans le dos et à juste un timing près, il y avait 2-0, 3-0 après 20 minutes. Donc il y avait quelque chose D'ailleurs, de Hervé très Renard l'a risqué là-dedans. reconnu à la mi-temps. Il a dit à la Oui, mi-temps, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis interrogé parce que visiblement, c'était pas exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire la ligne haute, oui, mais l'absence de Le pressing, ouais, cadrage. de cadrage il sur voulait le que ses porteur. attaquants courent. Il voulait que ses attaquants courent et ils ont pas couru en première, il a dit, ouais. Ouais, donc il y a cette question-là et en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de pression et donc la ligne a été un peu mieux gérée, même ils ont reculé au fur et à mesure et et effectivement, là, l'Argentine, après on va dire la surprise du premier quart d'heure, 20 minutes, heu, il a manqué à la fois de je dirais de compréhension de Du la football. situation de match. Voilà. Non, mais c'est de la situation que posait l'Arabie Saoudite et comment tu pouvais prendre un revers, à la fois dans la manière de faire des appels en profondeur et surtout, dans la façon d'essayer de faire bouger cette ligne. C'est-à-dire un attaquant qui décroche et un joueur qui attaque la profondeur depuis l'arrière. Alors dans le 11, l'Argentine n'en avait pas énormément, mais Rodrigo de Paul, c'est typiquement un joueur capable de faire des courses verticales, donc typiquement un joueur qui peut sur attaquer la profondeur face à des défenses comme ça, assez hautes, d'accord? Pendant qu'un attaquant, emmène un joueur, tu attaques la profondeur et on l'a vu énormément décrocher. Est-ce que c'était une consigne de sécurité? Est-ce que c'était, une crainte? En tout cas, du coup, il manquait ce registre-là et il y avait personne d'autre que lui, à part Lautaro qui a fait certains appels, mais pas assez. Ils ont pas réussi assez à menacer la profondeur et Ouais. tu te retrouvais à essayer de jouer vers Di Maria, voire Papou Gomez, qui par leur âge et leur profil désormais, en plus de ce que va expliquer Raphaël sur les faux pieds, ont beaucoup moins d'explosivité qu'il y a 5-6 ans, Ouais. voire 10 pour Di Maria. T'es prêt, Vas-y, Zach, Raph, t'es en pour le retour préparation du là. tableau? Les amis, attendez, juste pause. Les amis, vous allez voir, vous aimez bien le foot, vous aimez bien comprendre des choses. Écoutez ce truc sur les faux pieds dans le chat, vous allez kiffer. Attention les oreilles. Alors, on va déjà commencer par dire que les Saoudiens sont en rouge, même s'ils étaient en vert, et que c'est à noter parce que c'est important dans le match. Il y a eu une ambiance de malade mental Oui. avec le public saoudien. C'était une folie. Ils ont bouffé les Argentins en termes d'ambiance, et ça a beaucoup joué, je pense, dans la deuxième période. Donc les Argentins sont en bleu. Alors les Saoudiens étaient en 4-1, 4-1, 4-4-2. Il y avait un mec qui sortait parfois, c'était un peu entre les deux. Quand ils défendaient plus bas, ils se repliaient quasiment à 6 derrière, donc c'était un peu particulier. Mais là, on voit les Saoudiens. Les Saoudiens, ils sont là, je vais vous montrer. Les Argentins sont là. Et le souci des Argentins, c'est que quand tu joues contre une ligne très haute, et je l'ai vécu en tant qu'éducateur, il faut que tu trouves la profondeur, mais avec des joueurs qui partent de plus loin, pour justement éviter le hors-jeu. Et l'Argentine a toujours cherché à partir avec des joueurs déjà placés très haut, donc Lautaro qui est souvent parti, Di Maria qui est là, ça c'est la première donnée, et on avait de l'autre côté Papou Gomez, et ses 35 ans, tout comme Di Maria et Messi, c'est important. Donc, vu que tu pars avec des joueurs qui sont déjà à la limite du hors-jeu, en fait, la moindre erreur de timing, il y a déjà hors-jeu. Et il aurait fallu pour l'Argentine que les courses se fassent de plus loin. Dan a parlé de Rodrigo de Paul qui est là, qui aurait pu partir de plus loin pour partir dans le dos et avoir du temps d'avance, ou les latéraux. Mais le souci des latéraux, et il y en a un que tu connais bien, Zach, qui n'est pas forcément un joueur de profondeur, c'est Tagliafico, qui est un bon Ouais. technicien, mais qui n'est pas un joueur de profondeur, qui, si on faisait une comparaison, ressemblerait plus à Maxwell, par exemple, qu'à Levin Kurzawa, si on doit faire une Oui. comparaison, c'est dans le type de jeu. Et l'autre, c'est Noel Molina, qui a fait une performance, je ne sais pas trouver un mot pour parler de ça, mais voilà, techniquement, c'était très compliqué. Lui et Rodrigo de Paul, les doubles Atlético, là, c'était très dur. Donc, ce qui s'est passé, et on va vite parler des faux pieds, c'est que la grosse menace côté argentin dans la profondeur, c'est Di Maria. Parce que Di Maria, alors on parlera du faux pied, il y a un problème, mais il a quand même plutôt bien timé ses courses et il est parti au bon moment contre le latéral gauche saoudien. Le souci, c'est que tu vas avoir un temps d'avance, donc tu pars dans la profondeur, t'es Di Maria, mais Di Maria, il a 35 ans, donc ça veut dire qu'à la course, il peut plus faire la différence et foncer tout droit. Il peut plus déborder son joueur, surtout qu'il est gaucher. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle pied gauche, il rentre intérieur, le Saoudien se replace,
et à ce moment-là, tu perds ton temps d'avance. Et ce qu'il aurait fallu de la part de l'Argentine, après je ne suis pas sûr qu'ils aient les joueurs dans leur effectif, c'est qu'une fois que tu pars dans la profondeur comme ça, vu que tu as éliminé ton joueur sur la course, tu continues ta course avec ton pied droit et tu places ton corps entre toi et l'adversaire. Et tu puisses continuer pour ensuite centrer en première intention. Et vu que tu joues contre une équipe qui est très haut au départ, tu vas des joueurs qui vont arriver lancés. Et on va toujours plus vite quand on part vers le but adverse que quand on défend en reculant, surtout quand on s'appelle Lautaro. Donc il aurait fallu plus de centres en première intention, d'un droitier à droite et d'un gaucher à gauche. Ce qu'on a vu, Zach, et je pense que tu l'as vu, tu l'as dit en off, je le répéterai à partir de mon sublime tweet, Oui, c'est que Di Maria a beaucoup centré de l'extérieur du pied. Il y a eu oui. énormément de centres de l'extérieur du pied de Di Maria parce qu'en fait, c'était sa seule possibilité, ce qui ne pouvait pas passer à la course. Je pense que par exemple, ce match avec Bappé qui joue à droite, les Saoudiens en prennent 5 ou 6, par exemple, pour faire la comparaison. Non, Non, mais c'est vrai. vraiment, parce qu'une fois qu'il est passé à la course, il va vers le but, il peut même finir tout seul. Et dans l'effectif argentin, citez-moi un ailier traditionnel qui peut passer à la course contre un adversaire. Ah, Là, mais c'est comme la question. ça, Il y a- oui, c'est vrai que Je vous ça, en ça donne saute aux un, yeux. un Vas-y. qui peut jouer, mais qui n'était pas dans la liste au départ, c'est André Correa, Ouais, ce que qui est j'allais un dire, joueur ouais. très vif qui peut passer à la course, et un qui risque de jouer côté parce que là, de l'Argentine en a besoin, c'est Julián Alvarez, qui est entré en cours de match et qui a joué dans un rôle semi-côté, semi-axial. Et il y a vraiment, je pense, de grosses questions à se poser pour l'Albi Céleste lors du deuxième match et même du troisième match, c'est combien de joueurs du 11 de départ tu changes. Moi, je pense que Scaloni, par exemple, peut changer 5 joueurs pour que l'équipe soit meilleure. Lisandro Ouais. Martinez, parce que sa qualité de pied va apporter. Au milieu de terrain, il faut que tu joues avec Enzo Fernandez. On va développer après leur performance. Et devant, il faut que tu mettes de la vitesse, des courses, de l'explosivité, parce que Papou Gomez, Messi et Di Maria, donc je vous rappelle, à eux trois, ils ont 104 ans, 35 ans, 35 ans et 34 ans. Et dans une Coupe du Monde, en général, on peut penser à l'Allemagne, on peut penser à l'Espagne. Quand tu vieillis et tu continues à t'appuyer sur les mêmes mecs sans révolutionner, qu'est-ce qui se passe? Tu sors en poule. L'Espagne Et 2014, l'Allemagne 2018, il faut changer des choses comme ça. Mais surtout, tu dis un truc qui est réel par rapport à ça, c'est que c'est vrai que si tu as enfin, des mecs devant qui peuvent faire un volume de course plus intéressant, bah, derrière, tu as quand même un des meilleurs passeurs au monde enfin, qui décroche et qui peut passer, quoi. Tu as Lionel Messi. Et il n'y a pas 150 mecs sur Terre qui peuvent t'envoyer mieux dans la profondeur que Lionel Messi. Donc, c'est vrai que là, la prérogative de la formation qui est assez vieille, avec le manque de course, c'est à prendre plus au sérieux que ce qu'on Après, peut penser. après, moi, il y a un dernier truc qui m'a étonné quand même. Il y a une grosse différence entre l'Argentine qu'on a vue structurellement, comment elle était organisée dans son animation offensive, avec ce qu'elle produit depuis un peu plus d'un an, où elle a l'habitude en fait d'avoir un jeu avec beaucoup d'accumulation dans l'axe, entre les lignes, beaucoup d'échanges entre des joueurs techniques. Et là, elle était très ouverte en possession. Alors, sans doute liée au plan de jeu adverse, mais, mais c'est étonnant que dès le début, en fait, elle se soit pas appuyée sur ce qui avait fait sa force sur les derniers matchs, c'est-à-dire un contrôle absolu, le fait d'arriver peu à peu dans le camp adverse et d'accumuler tellement de joueurs techniques qu'elle finissait ensuite à un moment par trouver la profondeur ou trouver des 1-2, d'essayer tout de suite d'aller chercher et d'ouvrir comme ça son bloc. C'était étonnant de voir l'Argentine comme ça. Donc je sais pas, en Après, fait, il y a deux possibilités. ils se sont fait bouffer physiquement dans les petits espaces aussi, Dan, hein. Ouais, mais parce que un moment, ils se sont fait bouffer au moment où ils avaient déjà perdu une partie de l'ascendant sur le match. Tu vois, c'est au Ouais, mais moment où après, l'Arabie en termes Saoudite. de vivacité, je les ai trouvés vraiment dépassés. Sur Ah beaucoup de ben temps de complètement, passe où Messi, Gomez, Di complètement. Maria, De Paul, Paredes se faisaient manger sur 5-6 mètres de manière systématique, tu vois. Ouais. Oui, mais parce que je pense qu'il y avait aussi les distances entre les joueurs faisaient que chaque joueur devait, si tu veux, affronter individuellement un Saoudien. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur Griezmann tout à l'heure, c'est-à-dire que Griezmann tout Ouais. seul, il va pas se sortir de la pression, etc. Alors que si vous lui mettez des options autour de lui, il va, il va toujours bien orienté en une touche, il va avoir la compréhension de là où il faut jouer. Il y a un peu, en Argentine, il y a quasiment que des joueurs comme ça, presque, on pourrait dire. En tout cas, ils ont l'habitude de faire ça. Et effectivement, si tu éloignes les joueurs les uns des autres, ces types de joueurs-là
bah, tu te retrouves avec l'affrontement que vient de décrire Raph, où tu te fais manger en fait, dans l'explosivité, sur la tonicité par les Saoudiens qui ont été, impressionnants pour le coup. Et au final, du coup, maintenant que, par exemple, Raphaël, tu as ouvert un petit peu la question en te demandant combien de joueurs on change dans le 11, mais concrètement, là, à l'heure actuelle, pour l'Argentine, qui était peut-être regardé comme l'un des favoris, qui a perdu, qui profite quand même en quelque sorte aussi du match nul entre le Mexique et la Pologne, c'est quoi concrètement le next step? C'est bouger beaucoup de choses, intégrer d'autres personnes, changer complètement la ligne d'attaque, les milieux aussi, c'est inquiétant, c'est quoi un petit peu votre ressenti? Après, Bah, soit tu as l'option de ils ont quand Raphaël même. Ouais, vas-y, Dan. Soit tu as l'option de Raphaël, soit tu as un retour, non, mais très rapidement, soit tu as l'option de Raphaël, c'est-à-dire mettre beaucoup plus d'explosivité, avec ce que tu trouves dans ta liste, quitte à mettre sur le côté des joueurs d'un certain statut. Parce que c'est pour ça aussi que parfois c'est difficile de Oui. de de faire sortir, des joueurs plus âgés, ce qu'exposait Raphaël tout à l'heure. Soit tu reviens à ton identité et tu enlèves éventuellement Papou et tu rajoutes un joueur capable de venir à l'intérieur ou en tout cas tu remets ton équipe à l'intérieur avec en espérant qu'elle retrouve, l'identité qui était la sienne depuis des mois. Donc il y a ces 2 directions-là que peut prendre, Ouais, Scaloni. mais tu Heu, vois, c'est un peu le dans casse-tête. l'option 2 que tu décris, Dan, dans l'option 2 que tu décris, je pense qu'une équipe qui vient presser haut l'Argentine de façon organisée et avec, justesse, peut très vite les embêter parce que derrière, ils ont pas les pieds pour ressortir proprement. Et comme l'Argentine, si tu joues sur ce jeu très intérieur avec en gros beaucoup de meneurs, de joueurs qui vont pouvoir se rapprocher l'un des autres des jouets, tu manqueras de courses pour que l'adversaire se dise: «Si on va jouer très haut, on va être menacé». Toi, si tu fais un peu la même compo et que tu dis: «Bah, tu joues à l'intérieur, tu mets un latéral droit qui joue plus excentré et tu mets un mec à la place de Papou Gomez qui va jouer à l'intérieur, tu mets Enzo Fernandez au milieu», je pense quand même que tu peux aller gêner Otamendi, que tu peux aller gêner le latéral gauche, que ce soit Acuna ou Tagliafico, que tu peux gêner Martinez le gardien et que tu vas récupérer des ballons hauts et que tu n'auras pas peur de jouer haut. Contre l'Argentine, Ouais, personne n'a mais peur de jouer haut, tu vois. Et c'est ça, c'est un vrai souci. Les équipes qui veulent ressortir et avancer ensemble, il faut qu'il y ait des menaces dans la profondeur. Si tu n'as aucune menace dans la profondeur, on peut te presser haut, surtout si tes défenseurs centraux sont techniquement moyens. et après moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais le problème de l'autre option, c'est que si tu te retrouves justement, tu te dis: «Bon, c'est pas grave si je sors pas juste, après j'ai des joueurs un peu plus toniques, un peu plus athlétiques, capables de courses plus verticales», comme décrivait, Raphaël. Si tu te retrouves avec un match de transition, on va dire, avec un rythme beaucoup plus élevé, là, tu joues contre nature, d'une certaine manière et tu as encore Messi dans l'équipe, tu as encore des joueurs, qui peuvent pas, je les vois difficilement survivre dans cette configuration Ah, ping-pong et après, c'est tu pour sais, ça que ça m'interroge. tu vois, l'Argentine était considérée comme favorite par pas mal de gens, mais moi, je n'y crois pas depuis le début de la compète parce que leur effectif me paraît beaucoup trop loin des meilleures nations, surtout sur Ouais. ce plan-là athlétique, que ce soit au poste de centraux, que ce soit sur les latéraux dans les couloirs, que ce soit Messi dans un contexte comme ça en 2022, que ce soit les joueurs de côté plus haut, tu vois, ça me paraît trop compliqué. Tu imagines le Brésil s'ils avaient joué contre l'Arabie Saoudite avec Vinicius à gauche, Richarlison qui fait des courses et Oui, non, Rafinha à ça droite. Mais tu vois, et l'Argentine ne peut pas jouer du tout comme ça. Tu mets la France avec Dembélé et Mbappé, ils sont explosés. Tu mets l'Allemagne avec Gnabry, Sané, ils sont explosés. Tu vois, l'Argentine est une des seules équipes favorites, peut-être avec l'Espagne, qui manque de course et de vélocité. ouais. Et ça, c'est quand Ouais, même ouais. un gros souci. Et encore, même l'Espagne, tu pourrais même argumenter d'un Morata ou d'un Ferran Torres, quoi, qui sont pas non plus, Oui, ils c'est auraient vrai. pu savoir C'est vrai. les plus Ouais, ouais. forts en course. Tu vois. T'as raison, ouais. Bah, on nous dit pourquoi les gens la considéraient favorite, parce que tu as quand même, c'est le championnat en Champion titre de d'Amérique la du Copa Sud, América. 36 victoires d'affilée. Ouais, Messi, après, et après pour le coup, ça rejoint l'Italie ce avait qu'on dit. 36 victoires d'affilée aussi, hein. C'est vrai. Mais sur la Copa América, c'est un autre style de jeu, parfois des rythmes, différents, heu et effectivement, bon là, c'est Argentine-Mexique, ce sera juste après France-Danemark, samedi, donc à 20h. Ouais. Ça va être sympa, ça va être sympa à voir. Même si Après, le c'est pas Mexique, encore la fin bon, des manque haricots. de talent, devant. C'est vrai. Et c'est pas encore la fin des haricots non plus côté argentin. Il faut juste voir ce Non. qu'ils vont réussir à faire pour essayer de prouver un petit peu plus lors de ce second match et éventuellement peut-être ajouter un petit peu plus d'explosivité parce que c'est vrai que en Coupe du Monde, ce style peut-être un petit peu plus par moment
en contrôle, si tu te fais prendre haut, bah, ça peut poser souci si tu n'as pas les joueurs pour en faire les courses. Eh ben, écoutez, franchement, je trouve qu'on a débriefé en long, en large et en travers ces 2 matchs là. C'est plutôt pas mal, j'en suis content, pas vous? Eh ben, écoute, Plutôt je bien. crois que oui, je crois que bon, c'était pas mal, ouais. Non, franchement, c'était Bravo, vraiment top. bravo, bravo aux Tunisiens quand même. On n'a rien dit, mais bravo aux Tunisiens pour le match. Oui, On reparlera d'eux, je pense, pendant la compète, mais ils ont fait un vrai match. c'est vrai, Et à ils ont fait un l'immense vrai match. Laïdouni, Laïdouni, homme du match la d'ailleurs, je crois aussi. terreur du milieu de terrain, j'avais peur devant mon écran, donc j'imagine pas les Danois. Ouais, je suis Gros d'accord, match. je suis d'accord. Et effectivement, j'espère également dans le chat que vous avez apprécié. Le salon tactique, c'est tous les soirs après les matchs de 23h à minuit. On espère que vous kiffez bien. Juste pour vous donner l'information, dès demain, on aura la possibilité de mettre l'une de nos cams en full screen. Donc, c'est-à-dire que c'est quand ils vous montreront un truc au tableau ou quand, par exemple, il y aura un screenshot à montrer, bah, je pourrai les mettre sur certaines phases de jeu pour encore plus appuyer nos propos. Et franchement, voilà, on fait les débriefs un peu différemment de ce qui se fait ailleurs. Mais je trouve ça très cool de parler de jeu et d'être concentré sur le jeu. Et on espère que vous kiffez parce que sincèrement, c'est un rendez-vous qui est cool et c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas également hésiter à partager de votre côté pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde, que ça se développe et que ça fonctionne bien. Mais en tout cas, vous répondez présent et c'est très très cool. Et j'espère que vous en tirez des enseignements et qu'à la fin, quand vous sortez, vous dites ah bah tiens, il y avait des choses que j'avais pas remarquées pendant le match. Bah là, on a remarqué, on le comprend mieux et puis qu'à la fin, ça aiguise également votre vision foot. Et c'est tout ce qu'on souhaite faire. Et je remercie Dan et Raphaël pour ça parce que c'est une belle opportunité et je trouve qu'on fait quelque chose de très cool. Voilà. Bah, merci à toi, Zach, parce que Avec grand ouais, plaisir. c'est cool à faire. C'est cool de parler foot. Bon, Raphaël est excellent, mais voilà, je le savais et je découvre les discussions avec toi et c'est très, très plaisant. Et j'aime beaucoup ton ton et voilà, ce que tu dégages et la Merci. manière voilà, tu t'adresses aux gens et t'animes tout ça. C'est vraiment un plaisir de voir ça. Non, Et merci voilà. beaucoup Bon, bah, et tout le monde m'a parlé de merci ton également à sourire toi. après la première. Donc, tout le monde m'a dit Zach est solaire. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On va reprendre les charriades sur tes courses en profondeur. Mais voilà, parenthèse refermée. Raphaël, t'as voulu me vanner sur mes courses en profondeur? Non, non, mais j'attends 11 heures demain parce qu'il paraît que tu prends un vol et que tu as été appelé au dernier moment par le sélectionneur Oui. marocain pour mettre un peu de vivacité au milieu de terrain. Donc moi, je suis juste curieux Alors de en voir fait, ça, hein. Je compte Raphaël, te voir demain et j'espère qu'à t'as eu 23 heures, tu nous appelles, tu vois. t'as eu les informations à moitié. En fait, j'ai été appelé par le sélectionneur argentin pour rajouter les courses dont on parle, Ah ouais, ok. l'explosivité, Ok. tu vois? Genre, c'est moi qui serais preneur de profondeur, tu vois? Quand je suis C'est vrai que droitier en plus, faut me mettre à droite. t'as un petit côté Juan Sebastian Veron. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà. Je dirais pas dans quel domaine, Zako, mais t'as un petit côté Juan Sebastian Veron. Il y a une ressemblance. Eh ben, c'est super plaisant, c'est super plaisant. Bon, en tout cas, Là, les gars, juste dans le sur le chat, la rediff est dispo sur Twitch tout de suite et sur YouTube dès demain matin. voilà. Donc la chaîne YouTube L'équipe, si je dis pas de bêtises, et sinon C'est sur ça. Twitch, comme d'habitude. Donc si vous en ratez un, vous pourrez venir regarder ça avec grand plaisir. On vous remercie d'avoir suivi, vraiment, c'était très cool. Là, en plus, je viens de voir, ouais, elle est déjà sur YouTube. On a fait le salon tactique d'hier, donc il y est d'ores et déjà, et vous pourrez le récupérer. Alors, attendez, vous savez quoi? Je crois que je peux éventuellement vous le montrer. Hop, attendez, si je fais ça. Voilà, si je fais ça, regardez. Donc là, c'est bien sûr la fenêtre est tronquée, mais voici sur la chaîne YouTube de l'équipe la rediff d'hier et vous pourrez retrouver à chaque fois sur la chaîne de l'équipe les rediffs en question. Donc merci à vous d'avoir suivi. On espère que vous avez kiffé. Ce sera votre nouveau rendez-vous toute la Coupe du Monde. Donc on se retrouve dès demain soir à nouveau 23h pour analyser la journée de demain avec des matchs super intéressants. L'entrée en lice du Maroc, l'entrée en lice également, si je ne dis pas de bêtises, de l'Espagne et de l'Allemagne aussi, je crois. C'est ce qui me... Exactement. Voilà, si je dis pas de bêtises. Du Japon, Zach, le Japon. Tu vas voir que le Japon, Bon, ça peut être sympa. ok, bah voilà. Donc il y a beaucoup d'entrées en lice et de matchs très intéressants demain. Et on sera là, bien évidemment, pour le débriefer. Et également de la Belgique. Donc on se retrouve demain à 23h. Vous faites une bonne fin de soirée. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Salut. Ah, Merci, Zach. de rien. On attend notre ami à la régie avant de se gratter le nez. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, merci à vous les gars. Passez une bonne soirée. À demain. Merci, Salut, à salut demain. Zach. Ciao.